s'il vous plaît. Mais je Chut. Alors bonjour, nous sommes l'équipe de Toulouse, équipe composée de Élise, Jérémy, Rimo, Julien et moi-même. Alors dans le cadre du challenge de la veille, nous avons étudié les fonctionnements et les tendances de l'industrie de la construction et de la rénovation qui sont en pleine expansion. Expansion qui sont dues au changement des tendances des consommateurs, qui sont un signal pour les entreprises qui doivent s'adapter à celles-ci. Ces tendances ont un impact sur le marché de la construction et de la rénovation, qui sont des enjeux pour votre groupe V33. Pour remettre dans le contexte, V33 est spécialisé dans la production de peinture et de bois depuis 1957 et implanté dans toute l'Union européenne. Kingfisher, qui achète votre peinture, est l'un de vos distributeurs qui possède plus de 1000 magasins dans 9 pays différents, qui met en place un réseau physique, même s'il est présent sur des plateformes d'e-commerce telles que Screwfix ou encore Castorama. Autant pour moi. Kingfisher, c'est 15% de vos distributions et ils ont mis en place une stratégie d'unification. Nous tenterons d'éclaircir l'éventuel profil du consommateur de demain, ainsi que quel modèle V33 doit mettre en place en fonction de ces enjeux. Pour répondre à cette problématique, nous analyserons tout d'abord le marché européen de la peinture et du bois, et ensuite les éventuels modèles envisageables pour votre groupe. Pardon. Donc, nous allons tout d'abord déterminer les caractéristiques du marché de demain européen. Alors, sur les principaux pays européens, le marché de la peinture en ligne dans le marché européen de demain prend une place importante. La majorité des pays dépassant les 30% d'achats envisageables en ligne. Pour ce qui est le marché de la construction, également lié au marché du bricolage et le marché de la peinture, il connaît une hausse perpétuelle, notamment l'Espagne, qui connaît la hausse la plus rapide avec un chiffre d'affaires d'environ 5%. Une étude de Eurostat nous indique un phénomène de la population vieillissante d'ici 2035, pouvant être traduit par un enjeu du marché de demain. Le marché européen de la peinture entre 2018 et 2024 verra sa part de marché augmenter, avec un chiffre d'affaires de 2,9% d'ici 2019. Cette augmentation prouvant que la peinture continue de plaire au marché européen de demain. Le e-commerce, déjà présent aujourd'hui, prendra une grande place au marché de demain, donc, puisqu'il comptera à peu près 53 millions de nouveaux consommateurs. Et d'après le tableau ci-dessus, donc là, vous pouvez voir que tous les domaines tels que le textile et notamment le bricolage, qui est représenté par la couleur la plus claire et la section la plus haute, il est en constante évolution de 2015 à 2021, ce qui montre que le marché de la peinture peut jouir du e-commerce. Nous allons maintenant parler du consommateur européen d'aujourd'hui. Donc, d'après l'observatoire CTLM de 2015, le consommateur européen d'aujourd'hui est sensible au prix. On peut le constater par exemple par les achats d'occasion ou les achats malins. Pour définir le consommateur européen de demain, nous avons effectué une segmentation. Cette segmentation, nous l'avons fait par zone géographique. Donc c'est l'Europe de l'Ouest, l'Europe de l'Est, l'Europe du Sud et l'Europe du Nord. Désolé. Nous avons effectué cette segmentation grâce à diverses sources que vous pourrez retrouver en bibliographie. Cette segmentation sert principalement à définir plusieurs tendances qui se dégagent et qui permettent de définir les attentes des consommateurs afin de mieux répondre à leurs besoins. Comme nous pouvons le voir, les consommateurs de l'Ouest ont plusieurs critères de consommation et ils sont présents et ils utilisent à 76% le e-commerce. Les consommateurs de l'Europe de l'Est ont peu de critères de consommation et sont peu présents sur le e-commerce. Pour les consommateurs de l'Europe du Sud, ils ont principalement le prix en critères de consommation et sont peu aussi sur le e-commerce. Enfin, pour les consommateurs de l'Europe du Nord, ils ont plus de critères de consommation et ils sont 73% à utiliser le e-commerce. En ce qui concerne les opportunités, nous en avons déduit 3 principales. Donc, nous avons tout d'abord la personnalisation.
Nous avons aussi l'intelligence artificielle qui est composée de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et l'assistance d'achat virtuelle. Et ensuite, nous avons l'expérience client, dont les réseaux sociaux et notamment les ateliers de bricolage, tels que le font des magasins physiques comme Castorama ou Leroy Merlin, qui permettent aux consommateurs d'améliorer leurs compétences en bricolage et de mettre en place un lien affectif entre le consommateur et la marque. Il y a également le marché du bois qui est une opportunité pour V33 parce que comme le montrent ces chiffres, c'est un marché qui est en augmentation en continuité. Pardon. Les principaux acteurs de ce marché sont présents ici en 2015. Et donc pourquoi c'est une opportunité pour V33? C'est une opportunité car V33 produit justement des produits spécifiques à l'entretien du bois. Donc ensuite, nous allons passer à la partie 2 qui aborde les modèles et les opportunités pour le groupe V33. Pour commencer, nous allons donc définir les différentes unifications à travers des exemples d'entreprises qui les ont mis en place. Donc tout d'abord, nous avons l'unification des stocks, donc chose qui a été mise en place par Serge Blanco avec la startup One Stock. Le but est d'unifier donc les stocks en ligne avec les stocks physiques pour permettre aux clients, en cas de rupture de stock, de quand même pouvoir acheter et recevoir son produit. Ensuite, nous avons donc l'exemple de l'unification des marques. Donc, l'exemple utilisé par Decathlon avec la marque Kalenji, qui est une de leurs sous-marques, pour pouvoir rassembler les sous-marques sous un seul nom de domaine, donc le nom de Decathlon. Et enfin, l'exemple de Kingfisher, qui a réalisé une stratégie d'unification en mettant en place une unification des gammes, des prix, pour pouvoir améliorer la productivité, améliorer les systèmes d'information sous une seule centrale. Donc maintenant, nous allons traiter de l'exemple de Coca-Cola, donc marque internationale mondialement connue, qui a opéré également une stratégie d'unification en 2015, comme vous pouvez voir. Donc il y avait 3 objectifs principaux. Le premier, c'était de réaliser des économies d'échelle, c'est-à-dire d'avoir des coûts de production réduits pour un chiffre d'affaires plus important. Deuxième objectif était de retrouver leur image de Power Brand, c'est-à-dire sous les mêmes valeurs, de regrouper tous les sous-marques de Coca-Cola, donc Coca-Cola Light, Life, Zero et le Coca normal. Donc de recentrer sous une même marque avec des valeurs communes pour avoir une image plus importante et ensuite de créer un sentiment d'appartenance entre les différents consommateurs à travers le monde. Donc on va voir les résultats de cette stratégie. En Europe et en Afrique, on peut voir que les résultats baissaient d'année en année et cette stratégie n'a pas permis d'enrayer cette baisse du chiffre d'affaires. Alors, pour ce qui est du groupe V33, il y a néanmoins une autre opportunité, c'est cette stratégie de Power Brand. Pour une marque comme Coca-Cola, ça n'a pas forcément d'intérêt vu qu'ils sont top of mind, c'est-à-dire mondialement connus. Mais pour un groupe comme V33, cela peut permettre de gagner en notoriété, de regrouper tous les produits de la marque sous des valeurs communes et une image plus forte. Donc ensuite, nous allons passer à l'exemple de Kingfisher avec son unification. Donc on a une étude de Thomson Reuters qui aborde les principaux chiffres, donc les résultats d'exploitation, le chiffre d'affaires. Donc des résultats, comme vous pouvez le voir, avec une estimation qui va jusqu'en 2020. Donc comme on peut le voir sur ce graphique, les résultats sont en demi-teinte, plutôt mitigés. Avant l'unification qui a commencé en 2015, le projet One Company qui va durer jusqu'en 2020, on peut voir une année de transition en 2016 avec des résultats en forte baisse, mais cependant une fluctuation des résultats avec des résultats en hausse en 2017 comparé à l'année 2015 avant le début du projet. Concernant les estimations, on a des estimations qui sont plutôt mitigées. Il faudra prendre en compte que cette stratégie d'unification est à surveiller car les résultats sont en demi-teinte concernant les années 2018 jusqu'à 2020. Ensuite, nous pouvons voir que le groupe Kingfisher dispose de plusieurs magasins physiques. On a notamment Castorama et Brico Dépôt, des magasins qui sont différents. Castorama est un groupe qui est un GSB, donc une grande surface de bricolage, qui a des gammes plutôt larges avec des prix bas et des prix élevés, et également des services clients, tandis que Brico Dépôt est un discounter. Il faut savoir que cette unification peut créer une perte de la valeur commerciale car le discounter va devoir fluctuer ses prix avec le Castorama et ça peut engendrer donc des difficultés pour cette unification. Donc ensuite, dans la vision du retail aujourd'hui, les acteurs européens ont conscience de devoir s'adapter aux différents canaux de distribution en fonction des zones. Donc lorsqu'on analyse les tendances par pays comme on a vu,
on comprend qu'elles ne sont pas forcément similaires en fonction des zones. Donc, les canaux de distribution pourront être à adapter en fonction de ces zones. En prenant l'exemple de la France et donc de la zone ouest, le chiffre d'affaires du bricolage en e-commerce sont de 3% avec une augmentation de 25%, ce qui est énorme par rapport aux autres circuits de distribution, donc les grandes surfaces de bricolage, les circuits traditionnels et les grandes surfaces alimentaires. Donc ici on a un résultat important, et si on compare avec la zone de l'Est, on a pu voir tout à l'heure que le e-commerce est un circuit moins développé dans la zone de l'Est, donc ça pourrait être moins pertinent dans cette zone d'utiliser ce circuit de distribution. Donc on comprend bien ici l'importance d'adapter les circuits de distribution en fonction des zones où on souhaite s'implanter. Donc ensuite, nous allons parler de la stratégie de la concurrence. Donc Axalta est un groupe, l'un des leaders mondiaux dans la peinture de bâtiments et la peinture automobile. Donc il faut savoir qu'en Europe, ils ont fait le choix de s'intégrer directement sur le marché du commerce en achetant des distributeurs, donc en France, en Suisse, en Espagne, aux Pays-Bas, pour réaliser un chiffre d'affaires compris entre 30 et 50 millions sur le marché du commerce. Donc ils ont fait le choix de concurrencer directement leurs propres clients. Ensuite, nous avons Dulux Valentine qui a fait le choix de miser sur un réseau physique. Justement des critères qui étaient par zone assez similaires. Donc grâce à ces 4 zones, on a pu repérer donc 4 manières de consommer, 4 types de tendances qui se ressemblaient à l'intérieur de ces zones. Et on a également fait le choix donc, de d'abord voir les critères des zones, donc des pays. On a d'abord fait les recherches sur les pays. Ensuite, on a ciblé donc, des zones, mais on a quand même voulu créer une sorte de divergence entre les pays de chaque zone pour pouvoir prouver que le consommateur, il n'y a pas de consommateur type au sein d'une même zone. Et quels sont les critères qui vous ont permis de définir ces zones ? Alors on en a établi plusieurs. Le premier était le PIB par habitant, qui est très important pour mettre en place la stratégie prix. Ensuite, on a eu d'autres critères comme l'importance de l'environnement, parce qu'en fonction des zones, ça peut changer. Donc c'était un autre critère. Également, on a cherché à voir le critère de la relation entre les entreprises et les clients, qui varie également. Et donc, Julien, si tu peux revenir sur la slide 14. Et donc aussi le critère des goûts des clients, donc notamment pour la qualité, de savoir est-ce que c'est important ou non en fonction de ces zones. Vous avez parlé de Coca-Cola. Est-ce qu'il existe un Coca-Cola de la peinture ou du bricolage? Et pourquoi avoir choisi Coca-Cola? Alors on a choisi Coca-Cola parce que on a donc vu des similarités. On a différents produits, différentes marques, comme pour le groupe V33 qui a différentes sous-marques. Et donc Kingfisher a fait le choix de tout unifier. Donc c'est là la similarité avec Coca-Cola, c'est que donc c'est un enjeu européen voire mondial pour Coca-Cola, et donc il nous semblait important de savoir quel objectif ça pouvait avoir et est-ce que c'était possible de s'adapter grâce à ceci. Et donc est-ce qu'il y a un Coca-Cola de la peinture ou du bricolage? Oui. Comme les deux vendent des produits, on peut établir des similarités, oui, entre la marque Coca-Cola et le groupe V33 ou Kingfisher. Et pour compléter par rapport à cette question, est-ce que vous voyez des similitudes par rapport au consommateur, si on parle du consommateur peinture pour V33, par rapport au consommateur de Coca-Cola? Non, pas forcément. C'était surtout par rapport au modèle, à la stratégie de l'entreprise et quel objectif il pouvait avoir derrière. Mais c'était pas sur le consommateur, il n'y a pas du tout de corrélation.
Du coup, vous avez parlé, vous avez expliqué la concurrence et notamment vous avez écrit PPG achète des distributeurs. Est-ce que vous pourriez éclaircir ce point? C'est quel type de distributeur? Est-ce que c'est des grossistes? Donc il y a PPG et Axalta qui ont adopté cette stratégie agressive de vraiment s'implanter sur ce marché-là. Donc le but était vraiment d'acheter directement des groupes de distributeurs, donc vraiment des magasins physiques. Donc par exemple Axalta a acheté le groupe PAD et Système Peinture Service en France. Donc PAD est implanté dans le Rhône-Alpes avec un nombre de magasins qui est d'une dizaine à peu près. Avec quelle enseigne les magasins? Du coup, le magasin a gardé son nom, mais est devenu une filiale du groupe Axalta. Mais ils vendent quand même que les produits Axalta et donc vraiment que les gammes de cette marque-là. C'est des petits, des grands magasins? On n'a pas réellement d'informations là-dessus, mais on sait que le chiffre d'affaires en France, rien qu'avec ces deux distributeurs, apporterait entre 30 et 50 millions de chiffre d'affaires sur le commerce. Rien que sur la mise en vente et l'implantation directement en distribuant leurs propres produits. D'accord. J'ai une autre question sur votre étude de la concurrence. Vous avez, je suis exactement sur cette slide, vous avez noté que en fait, nos concurrents, comme nous, n'étaient pas très développés sur le e-commerce. Vous recommandez, vous indiquez qu'en fait, le e-commerce est vraiment une belle promesse pour le développement de nos produits en Europe. Et avez-vous identifié pourquoi ce n'était pas le cas aujourd'hui? Pourquoi le e-commerce n'était pas... Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le e-commerce est en expansion, que ce soit en France ou en Europe. Et concernant le groupe, par exemple, Axalta ou PPG, ils sont surtout présents aux États-Unis. Donc PPG est un leader mondial américain. Axalta est un groupe des Pays-Bas, mais qui n'est vraiment qui n'a pas implanté vraiment son cœur du marché en Europe. Il faut savoir que le e-commerce est en grand développement actuellement. Ils ont des partenariats, par exemple Dulux Valentine a un partenariat avec Amazon, mais une gamme de produits qui est vraiment simple avec seulement quelques produits. Il n'y a pas une gamme vraiment large, mais il n'y a pas vraiment de produits disponibles sur les sites directement. Il y a juste une personnalisation possible sur le site Dulux Valentine, mais on ne peut pas acheter les produits directement. Et comment vous l'expliquez? Ça peut s'expliquer notamment par un retard du e-commerce en Europe qui est dû justement à ce qu'on a traité, ce morcellement du marché européen. Donc ça crée une difficulté supplémentaire par rapport à d'autres marchés en Amérique par exemple. Ça crée une difficulté supplémentaire pour le e-commerce du fait de cette segmentation et c'est ça qui peut expliquer ce retard ou cette volonté de ne pas s'implanter. Même si le e-commerce peut afficher des résultats intéressants de nos jours. Sachant qu'il y a également une grande partie du public qui veut vraiment aller dans le magasin pour pouvoir être conseillé par un service, qui peut voir vraiment la couleur, la nuance de la peinture, et qui peut donc être conseillé, qui peut vraiment avoir l'avis extérieur d'un vendeur ou d'un conseiller.